Alors bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole, bonjour Stéphane et bonjour également à nos téléspectateurs et fidèles auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Stéphane Akinoukhosso. Bonjour Carole Olaye. On se retrouve ce matin. Bien évidemment, avec plaisir. On tiendra la promesse d'hier. Oui, c'est sûr. Le même thème d'actu décalé revient ce matin. Forcément, juste avec le regret de ne pas retrouver Hugues Hector Zogo, que nous saluons sur ce plateau ce matin. Alors c'est parti pour le tout premier sujet à aborder. Il s'agit du statut du chef de file de l'opposition. Et je crois que un journal ce matin, avec précision, je recherche le journal, il s'agit du quotidien Info Matin, qui titre « Statut du chef de file de l'opposition, l'impasse juridique en point de mire ». L'impasse juridique en point de mire. Alors, ma toute première question, Moïse Novillon, que dit concrètement la loi sur le chef de file de l'opposition? Que doit-on concrètement retenir? Merci beaucoup, Carole. Le confrère a raison, évidemment, de chercher à vous dissiper un tout petit peu, ou bien à situer les lecteurs, bien sûr, sur ce qu'il faut retenir de cette situation-là par rapport à l'absence totale de l'opposition politique, de tout ce qu'il y a comme quand même institution en termes de législature, bien de municipalité et également bien de communes, bien sûr. Et donc, c'est la loi surtout sur le statut de l'opposition, la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 qui nous situe un tout petit peu à partir du titre 2 qui définit les critères d'appartenance à l'opposition politique. Il faut dire d'abord que le premier critère, c'est d'abord, surtout à l'article 6, c'est bien précisé, il faut déjà commencer par se déclarer membre de l'opposition politique, se déclarer comme formation politique de l'opposition, se déclarer sur la place publique, mais également en face des institutions. Il faut même l'enregistrer comme cela au journal officiel de façon diligente. Et donc, c'est d'abord la première condition pour être de l'opposition politique. Maintenant, pour bien évidemment prétendre être chef de file de l'opposition politique, il faut d'abord se faire reconnaître comme un des chefs de l'opposition. Et là, je pense que c'est l'article numéro 7 qui le détaille un tout petit peu, est considéré comme l'un des chefs. Je fais la lecture pour ceux qui ne sont pas, voilà, pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils puissent comprendre davantage, est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire. Et donc voilà, donc on peut déjà commencer par vous dire que vous êtes chef de l'opposition si vous avez de groupes parlementaires, par exemple. Il se trouve que cette fois-ci, il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, il n'est pas possible d'avoir un chef de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, 10e législature. Mais c'est surtout au paragraphe numéro 3 du même article que nous allons voir, est enfin considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef de parti politique de l'opposition, représenté ou non à l'Assemblée nationale, mais ayant totalisé au moins 10% des suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. Et donc, on peut également considérer que c'est, à défaut bien sûr d'être présent à l'Assemblée nationale, on peut déjà commencer par voir, est-ce que pour les dernières élections législatives ou communales, par exemple, est-ce que vous avez pu totaliser 10%? Je pense qu'à partir de là, on peut peut-être considérer que les démocrates, par exemple, sont arrivés avec 16% pour les législatives. Est-ce que cela suffit pour que les démocrates puissent être considérés comme chefs de file de l'opposition? On va voir l'article 8, et là, je pense que la lecture sera un peu plus longue parce qu'il faut quand même fournir tout ce qu'il y a comme détail. Un chef de file de l'opposition, le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. On vient de voir, il n'y a pas de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. En cas d'égalité de nombre de députés, le chef de file de l'opposition est le chef de parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales. Donc, en cas d'égalité, c'est-à-dire s'il n'y a pas de députés, on peut aller voir au niveau des élections communales. Et là, il n'y a pas d'élus également pour les élections communales. En cas d'absence de représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale, est désigné chef de file de l'opposition le chef de parti
politique de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre d'élus communaux. Il n'y a pas d'élus communaux, on vient de le rappeler encore. En cas d'égalité du nombre des élus communaux, le chef de file de l'opposition est le chef du parti de l'opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections communales. Ici, maintenant, c'est-à-dire quoi? Si l'opposition politique... législative, communale. Communale, bien sûr, communale, élection communale, voilà. C'est-à-dire que si l'opposition politique est absente à l'Assemblée nationale, on va vérifier si l'opposition politique est tout au moins dans les municipalités ou bien dans les communes. Si l'opposition politique, là maintenant, c'est que l'opposition politique n'est ni à l'Assemblée nationale ni dans les communes. Qu'est-ce qui va avoir prééminence ici? Je pense que c'est pour ça que le confrère parle d'impasse. Parce que est-ce que c'est maintenant, dans ce cas de figure-là, je pense que le législateur n'a pas vu le cas de figure où l'opposition n'est ni à l'Assemblée ni dans les communes. Les tests ne le précisent pas. Voilà, les tests ne le précisent pas. Donc les tests disent que si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, on peut aller voir dans les communes. Maintenant qu'il n'y a personne à l'Assemblée nationale, il n'y a personne dans les communes, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde dans la hiérarchie, peut-être dans la façon dont les dispositions sont agencées ici, on peut peut-être considérer que les législatives ont prééminence sur les communales et se dire peut-être que, bien sûr, celui qu'on considère comme chef de l'opposition déjà, et avant même les élections, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être considéré comme un des chefs de l'opposition maintenant, et qui a pu prendre part aux élections législatives et qui est arrivé avec 10%, on peut le considérer comme le chef de file maintenant de l'opposition. On peut supposer, nous on est en train de supposer, parce qu'effectivement il y a... C'est des hypothèses. Voilà, c'est des hypothèses, il y a effectivement impasse. Ou alors peut-être comme il y a un parti politique qui est allé aux élections communales, et parmi les partis de l'opposition, bien sûr, on n'a pas besoin de rappeler que parmi les partis de l'opposition, les deux qui ont pu prendre part à une élection en 2026, c'est le parti Les Démocrates et le parti Foscori pour un Bénin émergent, et avec la particularité que Foscori pour un Bénin émergent a été, bien sûr, aux élections législatives et aux élections communales, alors que les démocrates n'ont été qu'aux élections législatives. Et donc peut-être que pour les départager, c'est peut-être au regard de la performance au niveau des élections législatives, là où les deux ont pu se représenter. Je ne sais pas ce que le législateur va faire, mais effectivement, il y a impasse. Et je pense que peut-être on va en appeler à l'intelligence et à la sagesse également, pas seulement des députés, mais peut-être des autres institutions qui ont la possibilité de pouvoir évidemment départir et statuer pour pouvoir situer les uns et les autres. Mais il y a effectivement une petite situation, une petite confusion quand même au regard de ce que la loi que je viens de rappeler, la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 a prévu pour le fonctionnement des partis de l'opposition, en l'occurrence, de la réforme du système partisan en général. Voilà. Alors Stéphane Arinou-Rosso, êtes-vous d'avis, l'impasse juridique est-il vraiment au point de mire? Oui, je pense qu'il y a visiblement impasse. Il y a visiblement impasse au regard de ce qui a été décrit tout à l'heure par Moïse. On va peut-être attendre que... Et qui est contenu dans la loi. Voilà, on va peut-être attendre que les juristes viennent nous éclairer davantage parce que c'est eux qui sont mieux formés pour mieux interpréter les textes, mais pour le peu que nous pouvons comprendre de ce que la loi dit, c'est qu'il y a impasse. Et je veux relever deux choses. La première chose, c'est que quand on lit ces extraits-là, on se rend compte que ce que le législateur était en train de prévoir, c'est que celui qui va être chef de file de l'opposition, c'est celui qui est le parti qui est le mieux représenté à l'échelle nationale. C'est le parti qui est le mieux représenté. C'est l'esprit qu'on est en train de voir. Deuxième chose, le législateur n'a pas prévu les cas où l'opposition pourrait être absente d'une course électorale. Il n'a pas prévu ce cas de figure-là. Et c'est visiblement ce cas de figure-là qui se présente à nous maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que d'une manière ou d'une autre, à défaut d'avoir le chef de file de l'opposition, on peut quand même avoir le chef de l'opposition. Parce que ce que les textes disent, chef de l'opposition, c'est le parti qui a pu obtenir tout au moins le plus de députés
le plus de suffrages. De taux de suffrage, tout à fait. Le plus de suffrages. Et en l'espèce, on a vu que c'est le parti, les démocrates, qui a pu décrocher le plus qui a pu lever le suffrage pour les dernières... Pour les législatives. Voilà, il a pu avoir quand même 16% sur le plan national. C'est quand même un signe qui montre que ce parti-là est un parti qu'on peut qualifier de chef de l'opposition. Le responsable, bien sûr. Le responsable, voilà. Le chef de l'opposition. Maintenant, chef de file de l'opposition, je pense que si on reste dans cet esprit-là, le parti LD devrait s'imposer comme également chef de file de l'opposition. C'est-à-dire, si on regarde l'esprit de ce que le législateur a voulu faire, c'est le parti LD qui doit être, n'est-ce pas, donc le chef de file de l'opposition. Parce que, honnêtement, pour les élections communales, LD n'a pas participé. Donc, on ne peut pas les évaluer les deux. Mais au moins pour les législatives qui ont plus d'envergure que les communales, on peut se dire que les deux ont participé et les deux ont démontré ce qu'ils vaut ces partis-là. Donc, honnêtement, moi je crois que même si du point de vue juridique, il peut y avoir un pas du point de vue du bon sens, on peut logiquement considérer que LD, le parti Les Démocrates, maintient toujours sa position de parti de l'opposition le plus représenté à l'échelle, je veux dire, nationale. Alors, cette impasse que soulève cette situation actuelle que nous vivons au plan politique n'est-elle pas une occasion pour revoir évidemment ces textes de loi? Oui, évidemment, à défaut, revoir, parce qu'il faut que la loi, et ça c'est le problème des lois qui sont souvent votées, les lois ne prévoient pas tout dans tous les cas, et donc ce n'est qu'à l'épreuve à la mise en œuvre, voilà, de ces lois, on se rend compte que vraiment la loi n'a pas prévu en fonction des cas de figure qu'on aurait vécu. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que la 10e législature qui va s'installer doit pouvoir réfléchir à ça également pour dire, dans ces cas de figure-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que véritablement une solution juridique soit trouvée pour sortir de cette impasse-là. Maintenant, ça n'exclut pas, c'est ce que j'essayais de démontrer tout à l'heure, ça n'exclut pas le fait que le parti LD continue par maintenir sa ligne d'opposition la plus représentée à l'échelle nationale. Alors Moïse Novillon, dites-moi, est-ce que la loi... Oui, et puis je veux faire une observation. Quand on a lu les textes tout à l'heure, parce qu'il faudrait que les acteurs politiques soient conséquents envers le peuple. Et, la loi n'a pas parlé d'une opposition bigarrée. La loi n'a pas dit opposition mitigée, opposition... Non, la loi dit, quand vous êtes parti de l'opposition, vous vous déclarez comme tel et vous agissez comme tel. Je le dis parce qu'il faut que le parti FCBE puisse clarifier véritablement sa position pour qu'on puisse savoir s'il est de la mouvance présidentielle ou s'il est de l'opposition, pour que ce bicéphalisme qu'on observe et qui a fragilisé l'opposition tout le temps ne puisse plus continuer. C'est ça ce qui est le plus important. Alors, Moïse Novillon, ma question, est-ce que la loi instituant le chef de file de l'opposition est-elle compatible à l'esprit de notre Constitution? Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute à ce propos. Bien évidemment, c'est tout à fait clair. La loi qui a institué le chef de file de l'opposition s'est d'ailleurs inspirée, bien sûr, de notre loi fondamentale. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a même pas de débat à avoir là. C'est-à-dire que parmi les partis politiques qui se réclament de l'opposition, il faut forcément quelqu'un pour conduire, bien sûr, tout ce débat à ce niveau-là. Et donc, je pense que le législateur s'est inspiré, bien évidemment, de cette réalité-là pour dire, oui, nous, il faut quand même qu'on ait des critères pour pouvoir reconnaître celui qui est le chef de file. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, avant d'aller lire les articles ou bien les dispositions sur le chef de file de l'opposition, je veux d'abord aller lire les informations sur le chef de l'opposition. C'est-à-dire, on commence par vous considérer comme chef de l'opposition quand vous vous déclarez. Donc, vous êtes un des chefs
de l'opposition. C'est-à-dire que s'il y a 10 partis politiques qui se sont déclarés publiquement, donc sur la place publique, comme appartenant à l'opposition politique, et qui ont également respecté tout ce qu'il y a comme disposition légale à cet effet pour pouvoir prétendre être de l'opposition, vous êtes déjà reconnu comme chef de l'opposition. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un pour conduire tout ce groupe-là. C'est lui qui devient le chef de file de l'opposition. Et la loi ici maintenant vient simplement fixer les critères. Et les critères, c'est d'abord de manière terre à terre quand même, en fonction de la prééminence des institutions. C'est comme ça que je considère de cela, parce que le législatif est quand même au-dessus dans bien sûr ce qu'il y a comme l'ordonnancement ou bien l'agencement des institutions chez nous. Le législateur est au-dessus de celui qui est, bien sûr, de l'administrateur territorial, c'est-à-dire de celui qui est au niveau des communes, voilà, au niveau des maires. Donc, voilà. Et donc, en réalité, on va d'abord regarder, est-ce que vous êtes à l'Assemblée nationale? Si vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous avez un groupe parlementaire, c'est ce que la loi dit, d'office, celui qui est le parti politique qui est à l'opposition et qui a un groupe parlementaire régulièrement constitué, surtout, et qui a beaucoup plus d'élus, évidemment, est d'office le chef de file de l'opposition. Et donc, si on s'en tient à cette disposition-là, le chef de file de l'opposition, jusqu'à date, avant que la 10e législature n'entre en fonction dans quelques jours, c'est le parti, c'est le chef du parti, les démocrates, parce que c'est eux, c'est ce parti-là d'abord en ce moment qui est à l'Assemblée nationale et qui a un groupe parlementaire déclaré régulièrement constitué également. Et donc, si les démocrates ne sont plus à l'Assemblée nationale pour la 10e législature et que l'autre formation politique déclarée de l'opposition, et Stéphane le disait tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. La FCBE s'est déclarée de l'opposition, c'est de ça qu'il s'agit. Les stratégies ou bien le fonctionnement, etc. On peut peut-être faire, voilà, on peut faire le débat après opposition modérée, accointance avec la mouvance, accord, etc. Ça, c'est d'autres débats. Mais le parti, publiquement, se réclame de l'opposition. Donc, on ne peut pas leur dénier le droit d'être de l'opposition et de se réclamer, de revendiquer cela. Et donc, le parti FCBE et le parti LD sont deux formations politiques de l'opposition qui ont pu quand même prendre part à des élections. Malheureusement, ils n'ont pas pu enlever des représentants, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les conseils communaux. Et donc, c'est là que l'impasse arrive, parce qu'on parle de présence à l'Assemblée ou bien dans les conseils communaux, et on parle également d'égalité. C'est-à-dire qu'il peut arriver un moment où ils ont 8 députés, le LD peut-être a 8 députés à l'Assemblée nationale, FCBE a 8 députés à l'Assemblée, ou bien, non, dans les conseils communaux, FCBE a 8 conseillers et LD également a 8 conseillers. À ce niveau, il y a débat, il faut chercher comment il faut départir à partir, bien sûr, des suffrages remportés dans les urnes. Ici, maintenant, les deux acteurs n'ont pas pu, voilà, ils sont complètement absents et c'est là que ça devient délicat. Compliqué. Je pense que la loi est quand même silencieuse sur le cas où les acteurs sont complètement absents des instances de décision, des instances, et je pense, électives, si je peux le dire ainsi. Et donc, à ce niveau, en fait, qu'il faut faire, il faut voir comment les institutions. Alors peut-on alors parler avec cette réalité d'une contradiction entre la reconnaissance légale de l'opposition et les conditions réelles de son exercice? De son exercice et de sa présence, oui. Il faut quand même dire que le mandat du président Patrice Talon a été un mandat de réforme, éminemment de réforme. Il y a beaucoup de lois majeures, surtout en ce qui concerne le fonctionnement des formations politiques, et pas forcément en termes de loi pour le fonctionnement des partis politiques, mais en termes de loi pour encadrer tout ce qui engage la vie des partis politiques, que ce soit dans leur fonctionnement ou bien pour les élections, par exemple. Je pense que le code électoral a été touché 2 à 3 fois sous le président Patrice Talon. Et tout cela peut-être n'a pas permis de voir tous les aspects, d'être un peu plus tranquille pour peser tous les aspects. Et surtout l'intransigeance des institutions. Par le passé, on pouvait se dire, par exemple, pour une formation politique comme les démocrates, il ne faut pas peut-être, c'est ce qu'on a fait jusque-là, c'est pas que c'est bon. Mais je rappelle quand même ce qu'on faisait. On pouvait se dire, il ne faut pas qu'une formation politique comme les démocrates, par exemple, n'aille pas à l'élection présidentielle.
il ne faut pas qu'une formation politique comme les démocrates ne soit pas présente pour les élections communales, par exemple, par le passé, et on pouvait trouver une sorte de consensus comme ils en ont l'habitude. Je pense que c'est une telle quête qui avait accouché le certificat de conformité, par exemple, en 2019. C'est une parenthèse. Et donc, les institutions sont devenues intransigeantes et ont respecté de bout en bout tout ce qu'il y a comme disposition. Et il s'est avéré, ce n'est pas la première fois qu'on rentre dans des situations où il y a quand même un peu d'ambiguïté pour pouvoir savoir précisément comment est-ce qu'il faut gérer. Je pense qu'en 2020, c'était carrément en plein processus qu'on a été obligé de retourner rapidement pour aller faire une loi interprétative à l'Assemblée nationale pour pouvoir installer les conseils communaux. En 2020, vous avez souvenance de ce qui s'était passé parce qu'il y avait confusion. Donc on a eu des maires par endroit désignés, on a eu des maires par endroit élus. Ça, c'est des réalités qu'on a vécues. Et donc, évidemment, le législateur, bien évidemment, ces dernières années, n'a pas pu véritablement apprécier tout ce qu'il y a comme contour par rapport aux réalités qui vont arriver. Et je pense que la politique a été également poussée très loin cette fois-ci dans la façon en réalité de trouver des stratégies et des astuces toujours pour contenir. Parce que vous savez, le politicien béninois est resté pendant longtemps très imprévisible. Et donc, dans un contexte où il y a quand même un acteur dominant, ça c'est une évidence. Le Parti Salon domine quand même largement la classe, il faut le dire en toute honnêteté. Il a une certaine capacité à contrôler, à avoir une certaine mainmise également, à dicter également le tempo. Et donc quand il s'est présenté un acteur dominant comme cela, je pense que les acteurs sont tous rentrés dans une sorte de débandade. Et donc, ils n'ont pas eu toute la maîtrise nécessaire pour apprécier voilà, les tests. Voilà, on se retrouve, à leur juste valeur. Voilà, à leur juste valeur et également voir tous les contours. Parce que là, par exemple, on aurait pu prévoir effectivement un cas de figure où l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale. Encore que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé avec les députés de 2019 qui ont justement voté cette loi-là. Et donc, en réalité, ils n'ont pas pu mettre une telle disposition. Et là, on se retrouve dans cette situation. On va devoir encore, je suis sûr que dans les prochains jours, les acteurs vont devoir peut-être retourner encore une fois devant la Cour constitutionnelle, peut-être pour aller demander à ce que la Cour constitutionnelle puisse interpréter ou bien réinterpréter et peut-être compléter peut-être cette loi. Non, c'est sûr que c'est interprétation. La Cour ne légifère pas. La Cour va seulement interpréter. Non, je parle des députés à l'Assemblée nationale. Rendre une décision sur comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Alors Stéphane? Oui, je voudrais faire deux observations. Allez-y. Par rapport à l'intervention de Moïse. La première intervention, c'est que je parlais tout à l'heure de la clarification, n'est-ce pas, donc, de la position du parti FCBE, parce que quand on lit, la loi dit clairement ceci. Je viens. Le parti de l'opposition ne doit pas accepter une nomination à un poste politique de la part du gouvernement. Tout parti politique de l'opposition est en droit de développer l'essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous déclarez, il y a l'aspect déclaration qui est clair. Vous vous déclarez comme parti de l'opposition, mais vous ne participez également à rien qui concerne le régime qui est au pouvoir. Donc, vous ne participez à rien. Mais lorsque vous vous déclarez de l'opposition et que vous ne développez pas des idées contraires à celles, n'est-ce pas, donc, du régime en place, ou que vous allez développer peut-être certaines accointances, ça pose également un problème de conséquences par rapport à la déclaration de l'opposition que vous faites. Et c'est pourquoi je dis qu'il va falloir, pour ce parti-là, vraiment de clarifier sa position pour qu'on puisse savoir là où il se situe vraiment. Ensuite, je veux dire que, voyez-vous, l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons
nous nous retrouvons aujourd'hui, dans laquelle nous nous retrouvons, l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, évidemment, il faut se poser une question. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que si le législateur, parce que c'est aussi la réflexion qu'on peut faire, si le législateur n'a pas prévu un cas de figure où l'opposition serait absente, c'est que le législateur se dit que dans tous les cas, l'opposition devrait être présente à toutes les consultations électorales et devrait à tout le moins se faire représenter au moins dans une commune. Parce que on ne peut pas comprendre une opposition qui ne se fasse pas représenter pour une élection communale ou pour une élection législative. Donc dans ce cas, on peut dire que le législateur est en train de dire implicitement que si une opposition n'arrive pas à participer à une élection, si l'opposition n'arrive pas à se faire représenter in fine, ce n'est pas une opposition. Et donc, la vraie question que cette impasse peut nous amener à se poser, c'est comment en est-on arrivé au point où des formations politiques qui se déclarent de l'opposition n'aient pas pu participer à une élection et n'aient pas pu se faire représenter. Parce que si on a impasse, c'est du fait de qui alors? Est-ce du fait de la loi, du fait du régime en place ou du fait des acteurs politiques qui se réclament de l'opposition? C'est là le vrai débat. Et donc, s'il y a pour moi quelqu'un à indexer du doigt, à pointer d'un doigt accusateur, c'est l'opposition. Parce que vous ne pouvez pas... Pourquoi l'opposition? Oui, puisque les tests également votés non, je dis... ne sont pas totalement clairs sur la question. Non, les tests sont suffisamment clairs. Pour moi, les tests sont suffisamment clairs. Mais ces mêmes tests qui sont suffisamment clairs selon vous ne prévoient pas la situation actuelle dans laquelle parce que certainement le législateur nous retrouvons. Oui, parce que le législateur se dit ou s'est dit qu'on ne peut pas en arriver là. Parce que si on en arrive là, c'est peut-être parce qu'on a une opposition dormante. Une opposition dormante, parce qu'une opposition qui n'est pas arrivée à participer à une élection, qui n'est pas pu se faire représenter, c'est une opposition dormante. Et le législateur n'a pas prévu ça. Et c'est normal que le législateur n'ait pas prévu ça. Parce que vous ne pouvez pas être hors jeu, être en train de lutter pour avoir le pouvoir et ne pas réussir à avoir un seul conseiller. C'est quand même grave, reconnaissons-le. On sait tous sur ce plateau que cette opposition a toujours dénoncé ce code électoral. Oui, et ces réformes du système partisan. Alors, donc, on peut dire que cette opposition anticipait sur ces réalités-là, sur ces difficultés-là. Oui, évidemment, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible que les lois votées n'aient pas pu avantager l'opposition, que l'opposition a pu trouver que c'était des lois qui ne les arrangeaient pas. Alors, mais il faut reconnaître... Est-ce qu'il faille aujourd'hui accuser l'opposition? Mais il faut reconnaître deux choses. Stéphane, est-ce qu'il faille aujourd'hui accuser l'opposition? Il faut accuser l'opposition. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut reconnaître deux choses. La première chose, quand vous rentrez en politique, la politique, c'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. Et tous les coups, n'est-ce pas, donc sont permis. Et donc, à partir du moment où vous êtes rentré dans ce jeu politique, vous devez être en mesure d'avoir les stratégies nécessaires pour contrecarrer toutes les attaques qui peuvent venir et qui pourraient ne pas aller en votre faveur dans la balance. Et c'est pour cela que moi, j'accuse, n'est-ce pas, donc l'opposition. Ensuite, lorsque vous savez que vous êtes face à un défi comme ça, vous ne vous laissez pas submerger par vos égos ou par les conflits internes pour vous fragiliser encore davantage, alors que vous savez que dans cette course-là, il y a des éléments qui ne vous favorisent pas forcément. Et donc, je dis que si nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que l'opposition n'a pas été suffisamment une opposition conséquente, une opposition cohérente, mais une opposition peut-être qui n'a pas joué le jeu qu'il fallait pour que nous n'arrivions pas à cette situation où on n'est même pas une opposition qui ait pu lever un seul, n'est-ce pas, donc conseiller communal.
Alors, oui, je veux peut-être rebondir et peut-être très dire, rapidement. Oui, parce très que rapidement. Je suis en partie d'accord avec Stéphane, mais je vais surtout lire la chose sous deux angles. Je ne vais pas directement accuser l'opposition, même si l'opposition est quand même quelque part coupable. Et là où l'opposition est coupable, je vais y revenir, mais il faut quand même voir le législateur. Le législateur a été quand même assez vicieux. Il faut le dire. Le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître et il faut l'admettre. Le législateur de 2023, le législateur de 2019, le législateur de 2023 a été trop dur et trop vicieux. C'est-à-dire que le législateur de 2019 et de 2023, surtout le législateur de 2023, à travers le code électoral, a trop tiré sur la corde. A essayé de fixer les conditions qui ont été véritablement très très dures et évidemment pour l'ensemble de la classe, il faut le dire. C'est pas que quelqu'un a été bien sûr en dehors de ce qui a été fixé, mais il faut quand même avoir le courage de le dire que le législateur a été trop dur. Et je pense que les acteurs même ils le savent et ils le disent, parce que quand ils ont fini eux-mêmes de faire le code électoral par exemple, de réviser le code électoral en 2024, eux tous, que ce soit la mouvance ou bien de l'opposition, ils ont été unanimes pour dire que ça va être difficile, par exemple, d'avoir 20% pour les législatives dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, eux tous, ils ont commencé par le dire dans la vérité, qu'ils soient de la mouvance ou bien de l'opposition. Et donc, en fait, ils ont été trop loin. Ils ont été également trop durs et ils n'ont pas été suffisamment conséquents parce qu'il y a quand même eux-mêmes, ils avaient déjà pris dans leur majorité. Ils avaient déjà voté, l'Assemblée nationale avait déjà voté des lois qui avaient des dispositions par rapport auxquelles il fallait tenir compte, évidemment, en voulant, bien sûr, vicier l'arsenal électoral à ce point, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, bien sûr, l'opposition a ses responsabilités dedans, mais il faut voir quand même que le législateur a été trop vicieux, le législateur a été trop dur. Mais là où l'opposition est responsable, et je suis d'accord avec Stéphane, beaucoup de gens peuvent ne pas être d'accord avec nous, mais je suis d'accord avec Stéphane sur ce point, c'est que l'opposition a manqué de cohérence et d'intelligence surtout. L'opposition, moi je continue de le dire, depuis 2021, dès que les démocrates, par exemple, quand ils ont quitté la FCBE, ils sont allés formaliser le parti Les Démocrates et qu'ils ont décidé de se présenter à l'élection présidentielle de 2021, ils sont déjà rentrés en acquaintance avec les partis de la mouvance en fait. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Patrice Talon a de la facilité à leur dire mettez-vous ensemble que vous soyez de l'opposition. Parce que si en 2021, si les démocrates avaient gardé la ligne, les lois ne sont pas bonnes, les lois ne sont pas démocratiques, les lois sont scélérates, nous on ne peut pas se présenter à une élection et qu'ils avaient resté sur cette droite ligne, on peut peut-être leur trouver d'autres motifs d'accusation aujourd'hui, mais ils auraient raison sur toute la ligne par rapport à ce qu'ils ont dit la dernière fois, c'est-à-dire nous sommes de l'opposition, on ne peut pas s'acoquiner avec, alors qu'ils ont commencé par s'acoquiner avec la mouvance depuis qu'ils ont déclaré qu'ils vont prendre part à l'élection présidentielle de 2021. Et c'est la même chose qui leur a permis en 2023 d'avoir des députés à l'Assemblée nationale, c'est avec les mêmes dispositions, voilà, c'est avec les mêmes tests, c'est avec les mêmes dispositions légales. Donc, s'ils avaient été plus malins et plus intelligents, ils auraient pu toujours parvenir à se maintenir sur leur position de façon ferme. Oui, en jouant le jeu jusqu'au bout, parce que c'est la réalité ça. À un moment donné, ils ont dit bon, il faut mieux. Patrice Talon est tellement fort, c'est-à-dire la mouvance présidentielle. Quand je dis Patrice Talon, nous sommes béninois, nous comprenons tous. La mouvance présidentielle est tellement forte qu'il vaut mieux qu'on fasse son jeu si on veut exister. C'est sur cette base qu'ils ont décidé de désigner des candidats pour l'élection présidentielle 2021. C'est sur cette base qu'ils sont allés aux législatives de 2023. Mais à partir de cet instant-là, ce n'est pas en 2026 où on a vicié tout ce qu'il y a comme arsenal. Et vous voyez la complexité qu'il y a dans la chose, que ce n'est pas à ce moment-là que vous allez dire que non, vous ne pouvez plus vous entendre avec les gens. Alors, et c'est là qu'ils n'ont pas été malins, c'est là qu'ils n'ont pas été cohérents, c'est là qu'ils n'ont pas été intelligents et qu'on se retrouve évidemment dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, Paul Rompé a été chef de file de l'opposition. Après, nous savons qu'il a été, à sa suite, chef de file de l'opposition, c'est bien sûr Boni Yahi. Avoir le fonctionnement ou la manière dont ces acteurs politiques ont occupé ce poste-là, peut-on aujourd'hui dire que le chef de file de l'opposition dispose de pouvoirs suffisants pour jouer le rôle de contre-pouvoir au Bénin?
il faut qu'on fasse une précision, parce que quand même, nous, on est là pas pour creuser, comment dire, le truc là, le fossé de l'ignorance dans l'esprit, ou bien dans la tête de nos compatriotes. Je pense que effectivement, Paul Mounpé a été chef de file de l'opposition parce que la loi a été respectée. Le dernier paragraphe de l'article 8 dit que le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral et de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je pense que Paul Mounpé a été nommé à ce temps. Je n'ai pas souvenance de ce que Yahi Boni a été officiellement nommé, reconnu par le chef de l'État comme chef de file de l'opposition. Nous savons que je pense qu'ils l'ont réclamé. Oui, je vais quand même restituer cela. Voilà. Donc, il y a de l'ambiguïté à ce niveau-là. Je pense que durant tout le séjour des démocrates à l'Assemblée nationale, le décret de nomination n'est pas apparu. Et je pense que le parti a également réclamé certains droits liés à ce statut-là. Surtout le financement. Qu'ils n'ont jamais eu d'ailleurs, parce qu'ils l'ont confirmé sur l'un de nos plateaux ici. Voilà, et donc qu'ils n'ont jamais eu par rapport pour pouvoir fonctionner comme chef de file, comme parti de l'opposition et comme chef de file de l'opposition. Donc il faut quand même clarifier cela, ça a été une évidence. Donc le parti n'avait pas pu véritablement rentrer dans tous ses attributs pour pouvoir fonctionner comme cela se doit. Et cela n'a pas empêché quand même que le parti puisse exister. Cela n'a pas empêché également que le parti puisse, ou bien que les acteurs politiques puissent également faire ce qu'il y a lieu de faire et qu'on ait des élections à bonne date et que, évidemment, qu'on est en train d'envoyer des élus à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux maintenant. Donc, pour moi, je pense que le problème ne va pas se situer à ce niveau-là, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement et autres. Il y a une formation politique qui a démontré que même si officiellement on ne l'a pas nommé, elle a pu exister parce que je parlais de formation politique, elle a pu exister, elle a pu prétendre à toutes les élections, même si elle n'a pas pu remplir les conditions pour prendre part à toutes les élections, elle a quand même pu prétendre à toutes les élections et elle a pu prendre part aux élections législatives. Elle a pu enlever... Parce que celui qui portait ce parti a les moyens. Je pense que ça n'a pas été... Je ne veux pas peut-être voir ce qu'une seule personne a eu les moyens de porter un parti politique. C'est pour aboutir à quelle question, n'est-ce pas aujourd'hui un poste symbolique que fonctionnel, le poste de chef de file de l'opposition? Oui, les acteurs politiques eux-mêmes ont... Vous voyez, c'est l'un des problèmes qu'on a avec les acteurs politiques. Les acteurs politiques eux-mêmes ont décidé de fixer les conditions, les termes dans une loi. Et au moment de son application, vous voyez ce que cela a donné. Et donc, je pense que c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui érigent leur divinité, qui décident en réalité de ne pas souscrire ou bien observer tout ce qu'il y a comme prescription pour pouvoir, bien sûr, honorer et bien sûr faire respecter également la divinité. Ils érigent tout simplement leur divinité, ils disent et en même temps disent que rien n'est là. Voilà. Personne ne va respecter ça. Voilà, et donc c'est difficile pour nous, on a de l'ambiguïté parce que c'est à partir du moment où le texte est voté et que c'est promulgué, en principe, on respecte à la lettre ce qu'on a prévu et ça permet de faire une lecture aisée aujourd'hui. Et donc on se dit, bon, en réalité, est-ce que ça a servi à quelque chose de désigner ou bien de fixer dans une loi qu'il y ait un chef de file de l'opposition? C'est carrément pratiquement vide aujourd'hui. Pour ce qu'on a pu observer de 2023 à maintenant, il n'y a pas eu un chef de file régulièrement nommé. Bon, ça a existé dans les esprits, dans l'imaginaire. Mais voilà, donc c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui ne nous permettent pas de faire des lectures avec beaucoup plus d'aisance. Stéphane, votre avis sur la question? Oui, je voudrais dire rapidement trois choses. La première des choses, pour compléter à ce que Moïse disait tout à l'heure par rapport à la responsabilité des partis politiques de l'opposition, je trouve qu'au-delà des questions de responsabilité, de gestion et de management, ou de fonctionnement, il y a également un autre aspect. C'est que quand vous participez à une élection et que vous n'avez pas pu lever 10%, je dis 10%, vous n'avez pas pu lever 10%, alors que nulle part dans les dispositions qui ont été prévues par le législateur, on a parlé de 5%. D'accord? Donc, pour le législateur, un parti politique de l'opposition qui n'a pas pu réunir 10% ne mérite même pas d'être parti de l'opposition. Et donc, si des partis politiques de l'opposition n'ont pas pu lever 10%, moi je me pose une question. Est-ce qu'il faut continuer par les admettre comme parti de l'opposition? Ça, c'est une interrogation. On peut réfléchir là-dessus. Maintenant, deuxième chose.
Ces élections doivent nous permettre de savoir si le peuple béninois fait encore confiance à ce que nous appelons opposition dans notre pays. Parce que si on fait une élection, si on fait des élections, une élection législative et une élection communale, et que vous n'avez pas réussi à avoir un député, que vous n'avez pas réussi à avoir un conseiller, vous n'avez pas réussi à avoir un député parce que vous n'avez pas pu réussir à lever 20% par circonscription électorale et que pour un autre parti, vous n'avez pas pu lever 10% au plan national, moi je trouve que l'opposition là doit pouvoir véritablement doit pouvoir se remettre en cause. Deuxième chose que je veux dire, c'est que, voyez-vous, on est en train de parler de chef de file de l'opposition, mais Moïse a bien planté le décor. Voyez-vous, on a vu ici Paul Roupet qui a fonctionné. Il y a eu un décret de nomination. Il a fonctionné. Mais concrètement, qu'est-ce que ce chef de file de l'opposition a pu faire en son temps pour l'opposition? Pour une symbiose, pour une unification, pour une synergie d'action, pour booster, n'est-ce pas, donc, les prises de position de l'opposition. Qu'est-ce qui a été fait en son temps? On a vu, on peut revenir sur ce bilan-là. Après, on a vu Boni Yahi, qui est devenu chef de file de l'opposition. Il n'a pas été nommé ou reconnu par de décret, mais il a mené. Qu'est-ce qu'il a pu faire, lui aussi, en tant que chef de file de l'opposition de fait? Qu'est-ce qu'il a pu faire? L'autre question qu'on peut se poser, si Paul Roupet a été nommé chef de file de l'opposition et que, à la faveur de nouvelles élections, on a constaté de fait que c'est quelqu'un d'autre qui devrait être le chef de file de l'opposition et que celui-là n'a pas été nommé, est-ce à dire implicitement que pour le régime en place, c'est Paul Roupet qui continue d'être le chef de file de l'opposition? Parce que de façon pratique, il faut se poser la question, est-ce que ces chefs de... Mais on ne l'a pas senti, lui-même, il n'a pas agi en tant que tel. Il n'a pas agi en tant que tel, mais le fait de ne pas pouvoir nommer un autre, ça soulève quel problème? C'est la question que moi, je me pose. On n'a pas nommé un autre. Et donc, je trouve que, en vrai, si ce décret-là, si ce décret-là a été pris, je pense que si un chef de file de l'opposition agit comme tel jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une nouvelle consultation et que le peuple décide autrement, il faut pouvoir que le gouvernement ou le régime en place puisse prendre un acte pour faire respecter ce que le test l'a dit, pour qu'il n'y ait pas ambiguïté. Parce qu'après, c'est que ça peut friser à du 2 poids, 2 mesures. Et ce n'est pas bien. Parce que lorsque vous fixez des règles de fonctionnement, il faut pouvoir les respecter pour éviter je veux dire, tout quiproquo. Pour éviter... Alors, aujourd'hui, la constitutionnalisation de ce poste n'est-elle pas la solution? Non, c'est pas constitutionnalisé qui est le problème. Il y a déjà le test qui est là. Est-ce que ce qui est prévu là, est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté? Pas parce que pour moi, le chef de file de l'opposition, n'est pas un poste symbolique. Lorsque on est dans un système démocratique, c'est un poste stratégique dans le fonctionnement démocratique même de notre pays. C'est pourquoi j'ai félicité ce régime d'avoir mis en place ce système-là pour valoriser l'opposition. Maintenant, en même temps, si on le fait pour valoriser l'opposition, il faut que cela se fasse de façon sereine, de façon juste, de façon équitable. Donc, le problème, ce n'est pas de constitutionnaliser, ou le problème, ce n'est pas d'institutionnaliser, ou bien le problème, ce n'est pas... Non, le problème, c'est de mettre en place des lois, de les respecter, ou tout au moins, de respecter ce que le système démocratique lui-même dit dans son essence, en accordant la place prépondérante qu'il faut à l'opposition. Maintenant, il va falloir que cette opposition à qui on accorde cette place-là puisse
mériter cette place. Mais parce qu'à partir du moment où vous ne méritez pas et que le peuple même vous rejette. Les LD l'ont longtemps réclamé. Les LD ont réclamé, d'accord. Lorsque vous réclamez et que vous n'avez pas, il faut faire le lobby nécessaire pour l'avoir. Maintenant, si vous ne l'avez pas, on peut se trouver face à un refus. Que peuvent-ils faire? Ils ne peuvent rien faire, je suis d'accord. C'est pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de dire que ceux qui ont voté cette loi, ceux qui ont décidé qu'il y ait un statut de l'opposition, respectent ce statut de l'opposition. Parce que si on ne le fait pas de façon claire et transparente, ça pose un certain nombre de problèmes, de deux poids, deux mesures, où ça va être à la tête du client. Qu'on subit bien évidemment les démocrates. Oui, les démocrates l'ont subi. Les démocrates l'ont subi et ça devrait, n'est-ce pas, donc servir de leçon à l'ensemble de la classe politique. À l'ensemble de la classe politique pour essayer de voir à l'avenir ce qu'il faut faire pour équilibrer les choses, pour éviter toute suspicion, toute ambiguïté, je veux dire, toute forme d'ambiguïté qui pourrait laisser croire qu'on est en train de faire de deux poids, de deux mesures. On a pris tout le temps pour ce seul sujet, mais quand même, on va se prononcer rapidement sur le deuxième sujet retenu pour cette rubrique. Course pour l'installation des prochains conseillers communaux ou des prochains conseils communaux. Les partis politiques déjà à l'épreuve des équilibres internes. Les partis politiques déjà à l'épreuve des équilibres internes. Ma question, Moïse Novillon, en quoi la désignation des conseillers communaux peut-elle, parce que je disais tantôt, la désignation cristalliser les tensions à l'interne? Oui, je pense que, évidemment, la loi a beaucoup aidé les formations politiques, il faut le dire. Après la difficulté de 2020, je pense que les acteurs politiques ont eu l'intelligence cette fois-ci quand même de régler définitivement le problème en faisant désigner d'office, bien sûr, le maire, par exemple, de la commune au sein de la formation politique qui arrive à emporter le plus grand nombre de conseillers, bien sûr, à l'intérieur, à l'issue des suffrages et bien sûr à l'intérieur de la commune ou bien de la circonscription. Et donc, en réalité, le législateur est parvenu à régler ce problème-là. Maintenant, il faut qu'à l'intérieur des formations politiques également, il puisse y avoir un travail. Et ça, c'est une guerre de leadership interne. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que le confrère parle d'équilibre interne. C'est-à-dire que les formations politiques, il peut arriver, par exemple, si vous êtes dans une localité où vous emportez le nombre de conseillers, où vous avez le choix ou bien la possibilité de désigner bien sûr le maire. Et il faut vous entendre pour savoir qui est-ce qu'on désigne comme maire. Si les partis politiques ont bien fonctionné jusque-là, et ça ne devrait pas être compliqué parce que le législateur les a déjà aidés. Donc ils savent d'avance que si nous travaillons sur le terrain et que nous emportons la majorité des suffrages et donc on a plus de conseillers que les autres formations politiques dans la circonscription ou bien dans la commune, nous avons à désigner le maire. S'ils le savent d'avance, si c'est déjà aussi clair, donc en principe en interne, il y a un travail qui avait été fait, à mon avis, on aurait dû faire un travail en amont pour avoir une idée de celui qui peut être, bien sûr, le maire, si à l'issue des élections, au cas où on arrive à majoritaire. Et donc, si ce travail-là n'a pas été fait en amont, évidemment, ça va être un tout petit peu difficile pour les formations politiques de pouvoir gérer. Tu sais, ça dit que quand le butin est arrivé, qu'il faut voir maintenant dans quelle mesure il faut distribuer voilà, les rôles et les responsabilités, comment il faut les distribuer. Forcément, une guerre de leadership. Une guerre de leadership, voilà. Si on était dans une entreprise, vous voyez, c'est déjà clair. On vous fait un contrat. Dès que vous êtes arrivé, par exemple, comme employé, vous avez un contrat. Le chef d'entreprise, il peut signer, il peut décrocher un marché de 30 milliards. Si votre contrat si votre salaire est de 100 000 francs, vous ne regardez pas qu'on a décroché un contrat de 30 milliards et que parce qu'on a trouvé 30 milliards, votre salaire doit changer, par exemple. Et donc, je pense que ce qu'ils auraient dû faire en interne pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est qu'en amont, ils aient déjà une idée. Et je pense que les formations politiques l'ont. Si ce n'est pas qu'éventuellement,
bien sûr, certaines personnes tentent de bousculer l'ordre et bien sûr l'ordre préétabli et peut-être les stratégies et les personnes sur lesquelles il y avait des vues. Par exemple, dans le fonctionnement, pour ce que j'ai pu observer dans certaines circonscriptions ou bien dans certains cas, généralement, les personnes qui sont ciblées ou bien qui sont perçus comme devront peut-être d'office devenir le maire, par exemple, et ils sont généralement les premiers titulaires pour qu'ils puissent donner de la chance à ce que voilà, les listes, je dis du n'importe quoi, hein, c'est pas la règle partout. Il y a des cas où celui qui est fort et qui a la possibilité de donner plus d'électorat, par exemple, et qu'on est en train de voir également comme maire, on le met également deuxième ou bien troisième titulaire pour que son travail puisse bénéficier à la formation politique, c'est-à-dire que sa capacité à mobiliser plus de gens là, puisse, et sa volonté bien sûr de se faire élire, puisse permettre à ce que l'on puisse drainer du monde. Parce qu'il y a des petites astuces comme ça que les formations politiques ont l'habitude d'utiliser. Donc ils ont généralement une vue sur une ou bien deux personnes. Et donc c'est maintenant, bien sûr, les chefs de partis politiques, ils vont devoir pouvoir réussir à gérer les petites querelles de leadership qui vont s'interposer. Voilà. Ça ne peut pas manquer, bien sûr, en temps normal. Stéphane. Oui, je pense que, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que Moïse a dit, hein, qui est quand même pertinent. Ces petites querelles qu'on note au sein des formations politiques. Aujourd'hui, les partis politiques sont des partis forts. Et la loi est de leur côté. La loi est du côté des partis politiques plus que des individus. Des individus au sein des partis politiques. Au sein des partis. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est la direction des partis, ces partis-là qui... c'est cette direction-là qui fera le travail, ou bien cette direction qui feront le travail. Maintenant, c'est qu'à l'interne, c'est qu'il faut faire de manière à ce que cette désignation-là ne crée pas des frustrations. Voilà, ne soit pas des sources de contestation au point où on ait des basculements encore après. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Parce qu'on a vu... c'est vrai qu'après, les partis ont refusé ces migrations entre UPR et BR, mais souvent, c'est ces frustrations-là qui amènent les autres à quitter BR. C'est ça qui fait que UPR se vide. On quitte l'UPR pour aller vers le BR parce qu'on veut des positionnements, parce qu'on sait que quand on est positionné à tel niveau, on va être maire, on va être ceci. Et puis, moi, ce qui m'intéresse au-delà de ces calculs politiques, là, il faut ouvrir les yeux des citoyens sur le fait que il ne faut pas confondre les intérêts des politiciens aux intérêts du peuple. Parce que moi, c'est ça qui me tient à cœur. Voyez-vous, ces petits calculs-là montrent aisément que, en fait, les acteurs politiques sont plus préoccupés par leurs intérêts de positionnement, ce qu'ils peuvent tirer, que de ce qu'ils peuvent apporter. Parce que c'est quand ils vont finir cette lutte-là maintenant, que le maire sera installé et que le travail va se faire, qu'ils vont commencer par dire maintenant qu'est-ce qu'on peut apporter à la population. Et puis même si on ne sait pas faire, quelqu'un qui doit être élu maire, qui pense qu'il devrait être élu maire et qui n'est pas élu maire, lui, même il se retire. Il reste en observation, attendant le prochain tour pour voir comment il va se repositionner. Et pour se repositionner, il ira vers la population pour dire, ah, si vous votez pour moi, voyez-vous, ça devient de la manipulation de la base. Donc, il faut vraiment faire attention. Le plus important pour les acteurs politiques, c'est de bien faire le jeu pour éviter les querelles à l'interne, pour que celui qui doit être désigné pour ce qui nous concerne, nous autres, qui ne sommes pas des acteurs politiques, celui qui doit être désigné à la tête d'une commune, celui-là doit être capable d'apporter quelque chose à la commune. C'est celui-là qu'il faut mettre à la tête des communes. Sinon, après, c'est à eux de voir ce qu'ils vont faire à l'interne. Ça ne concerne pas trop la population. Voilà qui est dit. Merci Stéphane Arinou-Rossou. Merci Moïse Novillon.